Bonjour à tous, bonjour Aurore Berger. Bonjour. La France a mis fin cette nuit à ses opérations d'évacuation depuis Kaboul et l'Afghanistan. C'est Florence Parly et Jean-Yves Le Drian qui l'ont annoncé. Près de 3000 personnes évacuées, 2600 Afghans, mais des centaines qui ont aidé la France et qui sont encore sur place. On leur dit quoi à ces personnes-là ? Déjà qu'on a des opérations d'évacuation qui ont été anticipées, la France n'a pas commencé à évacuer ces derniers jours. Elle l'a fait à partir du moment et jusqu'au dernier moment où il n'y avait pas de risque non plus à faire courir pour nos militaires, pour nos diplomates sur place. Et c'est ce qui avait été annoncé dès le début par Jean-Yves Le Drian. On ne peut pas faire courir le risque non plus aux Français qui sont sur place, et bien malheureusement d'être tués, comme on l'a vu dans un certain nombre d'attentats qui ont été perpétrés ces derniers jours Ceux qu'on n'a pas pu aider et qui sont restés sur place, on fait quoi pour eux ? C'est de continuer évidemment à travailler pour continuer à faire sortir celles et ceux qui doivent être protégés par la France. La France, elle a été exemplaire sur l'évacuation. Encore une fois, nous, on n'est pas partis juste avec nos diplomates. Certains pays l'ont fait. Nous, on est partis avec toutes celles et ceux qui ont aidé et qui ont accompagné la France et qui sont potentiellement des cibles sur place et dont les vies sont menacées, avec énormément aussi de militants, d'activistes des droits de l'homme, des droits des femmes. C'est sûr qu'il y a encore des personnes qui doivent pouvoir être secourues, être sauvées. Et vous le savez, la France continuera le faire. Mais il faut évidemment d'abord protéger la vie des Français qui étaient sur place. L'ONU s'attend à 1 demi-million de réfugiés afghans cette année. Combien la France doit-elle et peut-elle en accueillir ? La France, elle en a déjà accueilli en 2020 près de 9000. Elle a continué en 2021. La plupart de celles et ceux d'ailleurs qui demandaient le statut de réfugié et qui étaient issus d'Afghanistan étaient acceptés en France. En réalité, on ne peut pas statuer sur un chiffre aujourd'hui a priori. Il faut accueillir celles et ceux qui doivent l'être. Il faut accueillir dans une coopération aussi européenne. Un certain nombre de pays qui aujourd'hui disent qu'ils n'accepteront pas d'accueillir des réfugiés. Je crois qu'on ne peut pas accepter cela. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une solidarité, une coopération européenne. De la même manière aussi que j'entends certains maires dans notre pays dire qu'ils refuseraient d'accueillir des réfugiés. C'est le cas par exemple du maire de Nice. Je crois que c'est irresponsable. Déjà, il faut leur imposer ? De fait, c'est évidemment l'État qui doit pouvoir organiser l'accueil de celles et ceux qui sont des réfugiés. Et je crois qu'il ne faut pas entretenir de confusion. Celles et ceux qui sont réfugiés sont ceux qui sont menacés dans leur pays, justement parce qu'ils ont combattu le régime islamiste. Ce ne sont en aucun cas des islamistes. Et il faut l'imposer, par exemple, aux maires qui ne le souhaiteraient pas, si c'est nécessaire ? Je crois que de toute façon, ce n'est pas les maires qui décident s'ils accueillent ou s'ils n'accueillent pas. En fait, ce n'est pas eux qui accueillent, c'est la France qui accueille. Et ensuite, il y a cette organisation qui doit se mettre en place. C'est l'État, évidemment, qui doit pouvoir l'assurer. Mais je crois qu'il faut éviter deux écueils. D'un côté, l'accueil qui serait inconditionnel, comme si toutes celles et ceux qui se présentaient à l'aéroport devaient être accueillis, alors qu'évidemment, on doit vérifier aussi tout simplement ce qu'on accueille sur notre sol pour des raisons évidentes de sécurité, mais en aucun cas refuser l'accueil à celles et ceux qui sont des réfugiés. On ne peut pas d'un côté faire des tweets en disant qu'il y a des femmes et des enfants en danger et de l'autre considérer que les réfugiés sont des terroristes. Est-ce qu'il faut établir des relations diplomatiques avec les talibans, reconnaître ce régime ? Il est hors de question évidemment de reconnaître un régime qui est arrivé par la force, c'est la première des choses, et d'autre part un régime qui est en opposition fondamentale avec l'ensemble de nos valeurs, un régime qui ne renonce pas au terrorisme, un régime qui refuse de reconnaître les droits élémentaires humains, les droits des femmes, les droits des minorités, les droits des personnes homosexuelles, par exemple. On ne peut pas avoir et établir de dialogue diplomatique avec un régime, encore une fois, qui est à ce point diamétralement opposé à ce qu'est la France. Valérie Pécresse, dans les colonnes du Parisien, est assez sévère avec Emmanuel Macron. La France a raté le coche en Afghanistan depuis des mois. Elle a regardé ailleurs. C'est une faute. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je pense qu'elle est en campagne, en pré-campagne pour la primaire et ensuite pour la présidentielle. Donc j'imagine qu'il y a des mots qui sont de plus en plus virulents parce qu'il faut faire plaisir à une base militante. La vérité, c'est que la France, elle a été à la hauteur. Malheureusement, bien plus d'ailleurs que d'autres pays. Moi, j'aurais préféré que la France soit moins seule dans l'évacuation de celles et ceux qui, encore une fois, ont aidé les régimes démocratiques, ont aidé les pays européens. Et ça fait des mois, encore une fois, que nous anticipons. La France, elle a même été critiquée. David Martinon, notre ambassadeur, il avait anticipé ces évacuations et il y a quelques semaines, quelques mois, certains critiquaient la France en disant mais comment osez-vous partir dès maintenant ? En fait, on ne partait pas, on évacuait celles et ceux qui étaient en danger s'ils restaient. En France, de nouvelles manifestations auront lieu aujourd'hui contre le pass sanitaire. C'est la 7e journée de mobilisation. 175 000 manifestants la semaine dernière. Est-ce que ça vous inquiète que cette mobilisation perdure ? Vous savez, il y a chaque jour plus de personnes qui se font vacciner que de personnes qui chaque semaine manifestent. Et je crois que c'est ça qui est important. Ça veut dire que c'est négligeable ces gens qui manifestent ? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est négligeable. Par contre, ce qui est certain, c'est que par rapport, encore une fois, là, à ce qu'on entendait sur la dynamique vaccinale, la stratégie vaccinale de la France, on voit bien qu'aujourd'hui, on vaccine et on vaccine tous les jours.
un pays qui était donné en exemple, Israël, qui a une stratégie vaccinale très dynamique, eh bien aujourd'hui, vous avez plus de personnes encore en France qui sont vaccinées en proportion de notre population. Donc ça veut dire que les Français, soit par choix, soit aussi parce qu'ils comprennent que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que la vaccination, eh bien, ont accepté de faire le choix de la vaccination. Mais on peut encore les convaincre, ces gens qui manifestent, c'est 170 000 personnes ou ça n'a plus aucun intérêt? Je ne sais pas si on arrivera à convaincre celles et ceux qui manifestent et qui parfois, et malheureusement trop souvent, manifestent en arborant l'étoile jaune et en faisant des parallèles qui sont inacceptables. Par contre, ce qu'il faut, c'est encore une fois protéger les Français. Et on ne peut pas opposer en permanence l'argument de la liberté. La liberté, c'est aussi protéger celles et ceux qui doivent l'être. Vous savez, ce qui se passe aux Antilles, c'est malheureusement caractéristique de ce qui se passe quand on n'est pas vacciné. Le tri dont on parle, c'est quoi? C'est que malheureusement, si vous avez plus de 70 ans, 75 ans, que vous faites un infarctus, vous ne serez pas forcément prioritaire en réanimation par rapport à quelqu'un de 30 ans qui doit l'être. Mais cette personne de 30 ans, si elle n'est pas vaccinée, elle est où la liberté par rapport à la personne plus âgée qui, elle, l'aura été, qui, elle, aura été finalement tout à fait responsable et raisonnable. Et c'est ça qu'on doit absolument avoir comme message. C'est aussi ce message de liberté, de fraternité. Et c'est ça que permet la vaccination. Alors la vaccination est de plus en plus importante, même si ça stagne un peu. Les 50 millions de primo-vaccinés ne seront peut-être pas atteint finalement à la fin du mois d'août. Une rentrée aussi ce week-end qui est une rentrée politique. On voit il y a le Parti socialiste à Blois, une partie de la droite à La Baule, les différents candidats à droite qui se déclarent, d'autres qui se retirent. Où est passée La République en marche? Vous savez, la grande différence, c'est que nous, on a un candidat à l'élection présidentielle. Il s'appelle Emmanuel Macron. Je crois qu'il n'y a pas vraiment, il est candidat. Il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur le fait que celles et ceux qui sont des parlementaires, des élus, des militants de La République En Marche, du MoDem, d'Agir, souhaitent que le président de la République puisse se représenter et puisse être réélu. On n'a pas à faire une sélection préalable. Alors c'est bien, il y a une multiplicité de candidats, d'ambitions, et c'est très sain dans une vie démocratique. On verra comment ça finira. Moi, j'ai vécu la dernière fois les primaires, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur mode de sélection pour un candidat à la présidentielle. Quand vous voyez justement ce qui se passe à droite, votre ancienne famille politique dont vous venez, vous dites quoi? Encore une fois, que je pense que la primaire n'est pas le meilleur moyen de sélection et que la primaire, finalement, elle ne fait que créer parfois une escalade en interne du parti, une surenchère. On le voit sur les sujets qu'on évoquait, sur les enjeux migratoires, par exemple, où chaque candidat à la primaire, finalement, n'a plus que ces mots-là à la bouche. Et je crois que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain dans une vie démocratique, qu'on soit en permanence dans une logique de surenchère. Est-ce qu'Emmanuel Macron va vraiment pouvoir s'appuyer sur La République En Marche pour sa campagne? On voit bien que ça pas pris au niveau territorial, il y a eu du mal à s'implanter. Est-ce que c'est pas devenu aujourd'hui une coquille vide? Est-ce qu'il ne faut pas recréer un autre mouvement? On a entendu parler d'une confédération avec le MoDem, certains partis de droite. Est-ce qu'il faut dissoudre La République En Marche? Je crois que les Français se fichent un peu du sort de tel ou tel parti politique. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que oui ou non, on est au travail jusqu'au dernier jour, la dernière heure du mandat pour lequel on a été élu? Et ensuite, quels seront les candidats à l'élection présidentielle? Et donc finalement, toutes celles et ceux qui voudront s'engager derrière le président de la République seront les bienvenus, quel que soit le parti politique, ou même s'ils n'ont pas de parti politique. C'est pas des chapelles, c'est pas des casernes, c'est juste une vie démocratique qui s'organise au moment de la campagne présidentielle. Et je crois que c'est là-dessus qu'on sera jugé. L'action qu'on aura portée, le projet qui sera le nôtre et qui sera forcément renouvelé à l'aune d'une crise sanitaire, économique et sociale qui est complètement inédite. La priorité de La République En Marche dans les 7 mois, 8 mois qui restent avant la présidentielle, c'est quoi? C'est d'abord la sécurité sanitaire des Français. On ne peut pas considérer que la crise est derrière nous. Elle ne l'est pas. On va la semaine prochaine devoir voter le 10e texte lié justement à l'urgence sanitaire dans notre pays au regard de la situation aux Antilles. Donc c'est évidemment d'abord ça. C'est préparer aussi le projet du candidat Macron? En parallèle, oui, mais c'est d'abord faire, c'est d'abord agir. On n'est pas payé et on n'a pas été élu juste pour réfléchir au prochain projet de la campagne présidentielle. On est en poste et on est élu en tant que parlementaire jusqu'en juin prochain. Et c'est là-dessus qu'on doit continuer à travailler et continuer aussi à réformer. La réforme de l'assurance chômage est une réforme qui est importante. Il faut faire la réforme des retraites avant la fin du quinquennat? Il faut en tout cas pouvoir l'engager parce que tout le discours qu'on a porté sur les retraites, il ne s'est pas éteint parce qu'il y a une crise sanitaire. C'est juste qu'il y a eu des priorités, il y a eu des urgences qui devaient être réglées. Mais le caractère illisible aujourd'hui du système de retraite, l'injustice qui existe entre ces différents régimes de retraite, c'est toujours le cas. Le niveau trop bas de certaines pensions de retraite. On l'a fait par exemple pour les agriculteurs qui étaient malheureusement parfois les plus précaires à la retraite. Et bien aujourd'hui, il n'y aura aucun agriculteur qui partira à la retraite avec moins d'un SMIC. Donc tout cela, c'est ce qu'on doit pouvoir continuer à faire et encore une fois, jusqu'au dernier moment. Merci beaucoup Aurore Berger. Merci à vous. C'est à vous Maya. Excellent week-end.